Bonjour, merci d'être présent et de nous rejoindre cet après-midi. Je me présente en Sougalaz, avocat barreau de Paris. Je suis associée au cabinet CMEA et associée. Et je suis ici présente avec mon associé Romain Lemaitre. Nous allons vous expliquer un petit peu les... les... Dans le micro, oui, oui, dans le micro. Comment parler dans le micro? Comme ça, c'est bon? Oui, vraiment proche, voilà, très proche. Voilà. D'accord. Excusez-moi, je m'entends. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui des enjeux juridiques de l'expatriation. Il y a 5 questions principales qu'il faut se poser lorsqu'on déménage à l'étranger sur sa situation familiale. Parce qu'une expatriation n'est pas quelque chose de neutre. Il y a toujours une influence du droit du pays où vous allez vous installer. Que vous soyez seul, solitaire, enfin célibataire au départ, que vous soyez en couple, une famille, ou s'agissant de votre patrimoine. Nous avons créé au cabinet un pôle spécifique qui s'appelle Expat by CMEA, parce que nous avons constaté au fur et à mesure de notre expérience d'avocat depuis plus de 40 ans, qu'en réalité, les questions qui sont posées peuvent être, pour certaines en tout cas, anticipées en amont pour éviter des difficultés futures. Alors, les questions que vous allez vous poser, principalement, c'est qui héritera de vos biens, quel sera votre régime matrimonial et est-ce qu'il va être modifié lorsque vous allez déménager? Est-ce que votre contrat de mariage français va être reconnu à l'étranger? Pour vos enfants, si vous avez malheur, si vous décédez à l'étranger, qui s'occupe de vos enfants mineurs? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, toute une série de questions auxquelles on peut être confronté lorsqu'on est à l'étranger et pour lesquelles il faut faire une réflexion en amont en prenant attache notamment avec des avocats qui sont spécialisés sur ces questions pour anticiper les difficultés à venir. Alors, nous avons donc souhaité accompagner les Français de l'étranger, que ce soit au départ en expatriation pour anticiper les risques juridiques ou en cours d'expatriation pour faire face à l'évolution de leur situation. Alors, avant de rentrer dans des considérations un peu plus techniques, sans faire de vous des juristes et puis sans faire un cours de droit bien entendu, il faut quand même expliciter certaines notions. D'abord, le droit de la famille. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont toutes les questions relatives à la famille depuis la naissance jusqu'au décès. La naissance, y compris la GPA, puisque c'est une question assez actuelle, notamment aux États-Unis, vous avez la possibilité d'avoir recours à la gestation pour autrui. Si vous le faites, est-ce que ça va être reconnu en France? Et si oui, à quelles conditions? Et donc, avant de commencer cette démarche, eh bien, il convient de se renseigner pour anticiper les futures difficultés éventuelles et quelles sont les conditions de la GPA qui doivent être respectées aux États-Unis pour que ce soit reconnu en France, par exemple. Et puis, le droit de la famille, c'est aussi en cas de décès. Ça concerne aussi, malheureusement, la question de la succession et du décès. Je veux faire un testament, est-ce que je peux déshériter mes enfants? Est-ce que le droit français m'autorise à déshériter mes enfants, alors que, par exemple, le droit américain va peut-être l'autoriser? Et qu'est-ce que je peux faire? Comment je fais pour transmettre mes biens qui sont aux États-Unis, mais mes biens qui sont aussi en France ou ailleurs? Toutes ces questions-là, on peut les anticiper en amont en faisant du conseil et en accompagnant donc, les expatriés dans les pays d'installation. Et puis, il y a le droit international privé de la famille. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est justement toutes les interférences du droit étranger, c'est-à-dire la loi du pays où on s'est installé. Ce n'est pas parce qu'on est français que la loi française va s'appliquer automatiquement, et ce n'est pas parce qu'on est français que le juge français sera seul compétent pour le divorce, pour la question concernant les enfants. Il y a vraiment une espèce de mélange entre le droit du pays de résidence habituelle, qui est un critère déterminant en général pour expliciter justement la loi applicable. Et donc, on peut se retrouver à se voir appliquer une loi étrangère qui est moins juste, moins équitable, moins conforme à ce qu'on voulait, et on voudrait que la loi française s'applique. Donc, toutes ces questions-là, il y a manière, il y a moyen
de les anticiper en amont pour éviter justement ce type de désagrément. Et puis, il se pose aussi une autre question, et on va développer avec l'associé Roman, le maître, la circulation des contrats, la circulation des actes. Je signe un contrat de mariage en France, est-ce que je dois le faire reconnaître aux États-Unis? J'ai un jugement de divorce français que je veux faire reconnaître aux États-Unis, comment je fais? À l'inverse, j'ai un jugement de divorce américain, mais je dois faire reconnaître en France parce que je dois faire exécuter en France, comment je fais? Donc, toutes ces questions-là, de la même manière, on peut vous accompagner et vous expliciter les conditions préalables pour qu'un jugement étranger soit reconnu en France. Ou un testament, par exemple. Est-ce que je peux faire un testament international? Comment je fais pour reconnaître ce testament? Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Selon la loi américaine, mais aussi selon la loi française. Donc, le droit international privé de la famille, en réalité, c'est ça. C'est l'influence des lois étrangères sur votre vie familiale, j'ai presque envie de dire quotidienne, il y a tous les stades de la vie. Enfin, une dernière information importante, en France, en tout cas en Europe, même aux États-Unis, mais pas dans tous les pays du monde d'ailleurs, il y a la divisibilité du divorce. Je vais revenir un peu sur le divorce. Dans le divorce, vous avez les relations du couple, mari et femme. Ensuite, vous avez les relations concernant les enfants, s'il y a des enfants. Et enfin, vous avez les questions financières. Eh bien, un juge français peut être compétent pour prononcer le divorce, mais il ne va pas être compétent pour statuer sur la garde des enfants parce que la résidence actuelle des enfants n'est pas en France, mais est aux États-Unis. Alors, tout ça est dû notamment au fait que la France, comme beaucoup de pays, la majorité des pays européens d'ailleurs, mais les pays dits occidentaux, mais pas seulement, sont signataires de conventions internationales. Notamment, il y a un gros bloc de conventions de l'AE sur les régimes matrimoniaux, les obligations alimentaires, les enlèvements d'enfants, etc. Et donc, à partir du moment où un pays est signataire de ce traité, eh bien, ce sont ces traités qui vont primer pour déterminer la compétence et la loi applicable. Voilà, donc voilà comment s'articule un peu le droit international de l'influence. Je poursuis, sauf s'il y a déjà des questions, je peux poursuivre. Alors, une première question que nous avons souhaité aborder, nous allons aborder 5 questions principalement. Il pourrait y en avoir d'autres, mais pour nous, il semble que ce sont les plus essentielles, les plus importantes, déjà dans un premier temps en cas d'expatriation. La question du régime matrimonial. La première question qu'on va se poser, c'est quel est mon régime matrimonial? Alors, le régime matrimonial, c'est quoi? C'est la manière dont vos biens sont détenus, gérés et partagés pendant la durée de votre mariage. C'est un peu comme deux personnes qui montent une société. Moi, je fais souvent cette comparaison. Vous vous associez avec quelqu'un pour monter une société. Qui a apporté du capital? Quelles sont mes parts dans la société? Qui va payer les dettes? Qui prend en charge quoi? Si on fait un prêt, qui va payer le prêt, à hauteur de combien, etc. Et tout ça, ça va être déterminé par le régime matrimonial que vous avez choisi. Alors, ce régime matrimonial, il est important à choisir, même si vous ne divorcez pas. On ne souhaite pas qu'un mariage se termine par un divorce. C'est vraiment quand même une précaution néanmoins. Et au moment de la dissolution du mariage, et ça peut intervenir aussi suite à un décès, un des conjoints peut décéder, et donc le mariage va être dissous aussi, pas besoin forcément d'un divorce, et on va se poser la question du régime matrimonial applicable. Alors, vous pouvez, et dans la majorité des pays, ça se passe comme ça, signer un contrat de mariage au moment du mariage, mais il faut savoir que si on ne signe pas le contrat de mariage, eh bien, selon le pays où vous allez vous marier, soit vous êtes soumis au régime légal de la séparation des biens d'office, parce que dans ce pays-là, c'est le régime de la séparation de biens qui est le droit commun, la loi applicable d'office, ou alors vous allez être soumis au régime de la communauté des biens, donc du panier commun, où tout ce qui rentre est commun, 50-50, pour faire simple. Et puis vous avez des pays où le régime matrimonial, c'est ce qu'on appelle le equitable distribution, qui est encore un autre régime
qu'un juge français ne connaît pas forcément, par exemple. Et donc, il faut, au moment du mariage, être conscient à quel régime on est soumis matrimonialement pour ses biens et ses revenus, dans l'éventualité où il y aurait une dissolution du mariage par divorce ou par décès. Par exemple, certains pays sont signataires de la Convention de l'Haye de 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial. Cette convention, alors je donne un petit exemple parce que c'est compliqué en réalité, mais nous, on sait où aller chercher les informations parce que ce sont des instruments juridiques que nous manipulons régulièrement. Donc, à titre d'exemple, la Convention de 78, internationale, hein, donc pas d'un traité international signé par différents États, eh bien, elle prévoit une mutabilité automatique du régime matrimonial. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant. Si vous n'êtes pas au courant, et si vous êtes marié entre 1992 et 2019, si votre mariage est dans cette période de temps, eh bien, et que vous avez habité plus de 10 ans à l'étranger par rapport à votre première résidence, eh bien, automatiquement, votre régime matrimonial va muter. Et au moment de la destruction du mariage, eh bien, on va appliquer la loi de la résidence habituelle où vous étiez, parce qu'il y a eu une mutabilité automatique. Ce n'est pas forcément à votre avantage. Ce n'est pas forcément aussi équitable que le régime français, par exemple. Donc, il y a comme ça des instruments juridiques intéressants, mais ça a une cohérence. Je vois que vous faites un peu, vous êtes un peu étonné, mais ça a une cohérence. Parce qu'on part du principe que la seule nationalité ne permet pas de répondre aux besoins de quelqu'un qui s'est installé dans un pays. Vous êtes installé à New York, vous avez votre centre d'intérêt à New York, vous avez monté une société, vous avez acheté des biens. Et en réalité, votre lien avec la France, quelque part, il disparaît un petit peu parce que vous construisez votre vie ailleurs. Ça peut être au Japon, ça peut être au Maroc, peu importe. Et donc, en fait, il y a une espèce de... Alors, c'est pas très juridique, je vais dire ce que je vais dire, mais il y a une espèce d'intégration, en fait. Vous devenez citoyen de ce pays quelque part. Vos intérêts sont concentrés dans ce pays-là. Et donc, la logique de tout ça, c'est de se dire, bon, bah, s'il n'a pas, ou elle n'a pas dit explicitement qu'elle voulait absolument que ce soit la loi française qui s'applique, eh bien, au moment de la séparation ou du divorce, le juge qui va trancher, c'est le juge américain, par exemple. Le juge américain, il va appliquer la loi américaine. Il ne va pas s'embêter à aller chercher la loi étrangère, la loi française, la loi chinoise ou autre. Donc, c'est un peu pratique aussi, c'est un peu du bon sens. Donc, ces conventions-là, elles reposent là-dessus. Sauf qu'en réalité, dans les faits, quand on y est, on se dit, ah ben mince, si j'avais su, j'aurais choisi mon régime matrimonial bien avant, je ne le savais pas. Donc, notre démarche, vraiment, elle est une démarche de conseil, de prévention en amont. Et il faut faire du cas par cas, j'ai envie de dire, et du sur-mesure en fonction des particularités de chacun. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur des questions un peu techniques, mais il faut savoir, par exemple, qu'on peut donc choisir la loi applicable à son régime matrimonial. C'est dans le contrat de mariage qu'on peut le définir. Et bien entendu, c'est jamais trop tard. On peut revenir après cette intervention, cette conférence. Si vous vous dites, ah mais bon sang, bonsoir, j'ai un contrat de mariage qui date d'il y a 15 ans en France, ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis, et finalement, je devrais peut-être le modifier. Bien sûr qu'il y a moyen de modifier. Il y a des possibilités d'intervenir et de modifier la loi applicable à votre régime matrimonial. Mais il faut que ce soit cohérent avec votre projet de vie, en réalité. Il faut que ce soit cohérent avec le projet de vie. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est assez technique. Et puis après, bien entendu, on est à votre disposition si vous avez des questions particulières. Et je sais que sur le chat aussi, les questions vont être reprises et on est à votre disposition pour répondre à vos questionnements et à vos attentes. Je vais passer la parole à mon associée Romane, qui, elle, va vous parler du contrat de mariage, justement, proprement dit, mais est-ce qu'il peut être reconnu à l'étranger et inversement. Bonjour à tous. Vous avez compris que en tant que particulier, il est important, enfin, je vous recommande de choisir la loi applicable à votre régime matrimonial.
si vous choisissez la loi applicable à votre action matrimoniale dans un contrat de mariage, ça vous assure forcément de la stabilité, d'une certaine sécurité. Parce qu'en fait, quel est l'avantage pour un expatrié de choisir de conclure un contrat de mariage? C'est de dire, par exemple, je vais choisir, je suis française, je suis expatriée à New York, je conclue un contrat de mariage sous la loi française, et donc je sais très bien, si je me sépare ou si je décède, je sais très bien comment se répartir mes biens dans l'une des deux hypothèses. Si je me sépare, ça va être réparti comme ça. Si je décède, ça va être réparti comme ça. Donc là, si vous faites pas de contrat de mariage, concrètement, quelle loi s'applique? C'est la loi de votre résidence. Donc ce ne sera pas la loi française, même si vous êtes français. Donc évidemment, conclure un contrat de mariage, ça permet de la stabilité, c'est une sécurité juridique, c'est un outil de planification très important, puisque ça vous permet de décider d'avantager votre conjoint, par exemple, décider que vous voulez plus soit commun ou alors que ce soit plus de la séparation de biens. Donc un contrat de mariage, c'est vraiment recommandé, surtout quand on est expatrié. La problématique, c'est la circulation de ce contrat de mariage. Si vous vous mariez en France sous un contrat de mariage et que vous arrivez aux États-Unis, comment est reçu ce contrat de mariage français aux États-Unis? C'est un peu toute la difficulté. En fait, on n'a pas, entre la France et les États-Unis, le pays métropolitain sur les États-Unis, on n'a pas les mêmes conditions de forme pour un contrat de mariage. En France, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais quand vous vous mariez, vous avez signé un contrat de mariage chez le notaire quelques semaines avant le mariage, vous avez deux époux qui rentrent chez le notaire et vous signez un contrat de mariage. Et ben, dans les pays de common law, notamment les États-Unis, il y a des conditions requises qui sont beaucoup plus strictes que les nôtres. Il faut que les deux époux soient indépendamment conseillés par deux avocats, par exemple. Il y a une obligation de deux conseillers indépendants, un pour l'épouse, un pour l'époux, par exemple. Vous avez une obligation de disclosure dans le contrat de mariage. Par exemple, chacun des époux doit dire moi je détiens ça au jour où il se marie. Il doit dévoiler l'intégralité de son patrimoine, ce qui n'est pas du tout le cas dans un contrat de mariage classique français. Et ensuite, vous avez un délai de réflexion entre le moment où vous signez votre contrat de mariage et le moment où vous vous mariez, de 1 mois à peu près, qui est requis aux États-Unis. Alors qu'en France, c'est absolument pas le cas. Donc, par exemple, vous arrivez en France, vous arrivez aux États-Unis avec votre contrat de mariage français et que toutes ces conditions-là n'ont pas été respectées, ce qui est souvent pas respecté en France, on peut venir vous dire en cas de séparation et de contentieux avec votre conjoint, on peut vous dire, mais en fait, moi, le contrat de mariage, le juge agriculteur, il ne va pas le reconnaître parce qu'il ne respecte pas les conditions de forme requises aux États-Unis. Donc, c'est très important pour les expatriés. Et une des choses très importantes, c'est de prendre conseil. Et si vous voulez que votre contrat de mariage circule avec vous dans le pays d'expatriation, notamment en Europe, c'est de respecter les conditions de forme à la fois française, européenne, de manière générale, et américaine. Ensuite, il y a évidemment des conditions aussi relatives au contenu même du contrat de mariage. On peut avoir des contrats de mariage français qui ne vont pas être reconnus aux États-Unis parce qu'on va les considérer pas équitables. Et la partie la plus économiquement faible, on va considérer qu'elle est mise en péril par ce contrat de mariage. Donc, on va avoir on va avoir une difficulté à reconnaître ce type de contrat. Typiquement, notre séparation de biens classique en France. Donc, si vous êtes expatrié, on va plutôt avoir tendance à conseiller ce qui va plutôt ressembler à une communauté, ce que les États-Unis connaissent mieux, ou alors de faire une séparation et de vraiment bien expliquer pourquoi et comment vous faites dans le jugement. C'est sûr que c'est facile plus bien. Ensuite, il y a un troisième écueil à la circulation des contrats de mariage dans le monde, c'est les difficultés d'interprétation. Chaque pays a sa propre culture juridique, ses propres notions juridiques. Typiquement en France, nous, on connaît le démembrement de propriété, l'usufruit, la propriété, c'est très classique chez nous, mais ce n'est pas du tout reconnu dans les pays communaux, ça c'est très mal. Certains avantages matrimoniaux aussi qui ne circulent pas bien. Donc, ça, il faut proscrire ça dans les contrats si vous déménagez parce qu'il y a un risque d'absence de reconnaissance. Et le risque dans ce cas-là, c'est vraiment qu'on ne reconnaisse pas votre contrat de mariage. Donc, tout ce que vous avez fait, vous êtes dit, je vais organiser, je veux que ce soit comme ça, je veux que ça me sécurise. En fait, ce n'est pas reconnu. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans la même situation de. Vous êtes soumis à la loi des États-Unis que de base, vous souhaitiez éviter. Donc, nous, vraiment, nos conseils pour que ce soit vraiment bien reconnu, c'est de respecter les formalités à la fois européennes et dans les pays de common law.
ce que je vous dis, ce que vous laissez, c'est de choisir expressément la loi applicable, votre loi de votre nationalité, par exemple la loi française, si vous voulez, et d'expliquer très clairement le contenu du contrat. S'il y a des notions juridiques qui sont trop françaises, il faut les éviter. Ça peut dire parce que sinon ça peut porter à confusion. Et surtout de bien traduire. Souvent, vous avez un contrat de mariage qui est français avec une colonne en français et une colonne en anglais pour qu'il n'y ait pas de difficulté d'interprétation. Voilà. Je vais te repasser la parole sur les enfants. Après l'argent, les enfants. Alors, concernant les enfants, là aussi, il y a beaucoup de prévention à faire. D'abord, quand on s'expatrie, on a effectivement cette idée que, comment dire, en fait, ce qui est très difficile, c'est d'envisager le pire. Que ce soit financièrement ou par rapport à ses enfants. Or, en réalité, plus on envisage le pire, plus on se renseigne et on prend un conseil en amont, et plus les choses se passent au mieux pour tout le monde, et le pire est évité, je envie de dire. Alors, concernant les enfants, la dimension internationale complexifie un peu plus la situation. Il y a plusieurs sujets qui sont abordés par rapport à la question des enfants. D'abord, la filiation, l'établissement de la filiation. Lorsque vous êtes marié, il n'y a pas de difficulté particulière, le mari est le père de l'enfant. Mais si vous n'êtes pas marié, bien, souvent, il est préférable de reconnaître l'enfant avant même sa naissance, notamment pour un père. Toujours préférable de reconnaître la filiation en amont, ce qu'on appelle une reconnaissance anticipée. Parce que, pour plusieurs raisons, notamment en cas d'accident, si vous venez à décéder, ou si l'enfant naît après le décès du père, eh bien la filiation, elle est établie. Alors, c'est pas facile de parler de ces sujets-là parce qu'ils sont très bouleversants, j'ai envie de dire, mais et en même temps, une fois qu'on a bien intégré cette information-là, j'ai envie de dire que ça devient presque du bon sens. Il faut reconnaître l'enfant avant sa naissance. C'est tout ce que je vais dire parce que c'est très, c'est assez difficile comme sujet. Bon. De la même manière, la reconnaissance de l'enfant va aussi avoir un impact sur la transmission de la nationalité. En droit français, un de vos parents est français, vous êtes automatiquement français, même si l'autre parent est étranger. Automatiquement, par filiation, vous êtes français. Donc, je reprends le cas d'un père français qui reconnaîtrait son enfant à naître aux États-Unis. Si la mère est américaine, bien sûr, cet enfant est américain, mais il aura aussi la nationalité française par filiation automatique. Ensuite, il y a la question de désigner des personnes de confiance s'il arrivait malheur aux deux parents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, en amont, prévoir qui va s'occuper de mes enfants s'il m'arrive quelque chose et qu'ils sont encore mineurs? Là encore, vous avez la possibilité de faire établir votre volonté et de dire, notamment dans un testament, dans votre testament, pas notamment dans votre testament, de désigner la personne qui va être en charge de s'occuper de vos enfants mineurs s'il vous arrive, si vous décédez dans un accident par eux. Alors, il faut le faire parce que dans certains pays, si les deux parents décèdent, alors vous dites, bon, il y a mes parents, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a toujours de la famille qui va venir s'occuper des enfants. Sauf que dans certains pays, alors c'est pas le cas aux États-Unis, c'est l'erreur de ma part, mais dans certains pays, effectivement, les autorités locales ne vont pas automatiquement remettre les enfants à la grand-mère ou au grand-père,
ils vont les protéger à leur manière, selon leurs lois, avant éventuellement de les reconfier à la famille maternelle ou à la famille paternelle. Et puis, il peut arriver que la famille maternelle et la famille paternelle ne s'entendent pas. Ça peut arriver, c'est humain. Donc, prévoir à qui on confie ses enfants est extrêmement important quand on est en expatriation. Ensuite, il y a la question en cas de séparation. Qu'on soit marié ou pas, dans beaucoup de pays maintenant, quasiment dans tous les pays du monde, j'ai envie de dire, sauf quelques exceptions, mais de droit plutôt musulman, mais l'autorité parentale s'exerce conjointement. Une fois qu'on est le parent d'un enfant, la mère et le père exercent ensemble l'autorité parentale. Ce qu'on appelle la responsabilité parentale. L'autorité parentale, c'est un concept juridique qu'il faut bien intégrer lorsqu'on devient parent. En plus de la difficulté de devenir parent, ce sont deux enfants qui font les parents de tout ça. Ça, c'est pas du droit. Et l'autorité parentale, ça veut dire que les décisions importantes concernant nos enfants, on doit les prendre ensemble, en concertation, en accord. C'est quoi les décisions importantes concernant les enfants? C'est notamment le pays où ils vont vivre, fixer leur résidence. En cas de séparation, que vous soyez marié ou pas, si vous voulez déménager avec vos enfants dans un autre pays, vous ne pouvez le faire sans l'accord de l'autre parent. Je prends un exemple. Vous êtes arrivé aux États-Unis parce que votre mari, compagnon, a été embauché par une entreprise et vous avez des enfants mineurs qui sont nés en France, mais vous allez suivre votre mari. C'est un choix commun, très bien. Et puis vous n'arrivez pas à trouver forcément du travail aux États-Unis pour plein de raisons. Donc c'est monsieur qui travaille et vous vous occupez des enfants. Je schématise un petit peu, mais c'est pas si schématique que ça en réalité. Parce qu'il peut y avoir la barrière de la langue, la formation professionnelle. On n'est pas toujours automatiquement, automatiquement forcément un travail qui correspond à sa propre formation lorsqu'on suit son conjoint à l'étranger. Et puis, il y a une séparation. C'est des accidents de la vie, ça arrive. Souvent, celui qui est venu travailler en France, aux États-Unis, le papa, il y a une séparation, mais il n'y a pas de raison qu'il soit séparé de ses enfants. C'est peut-être un papa qui est très présent, qui veut continuer à ce que ses enfants vivent aux États-Unis, qui faisait accès à l'éducation américaine, à la société américaine, etc. Tout à fait entendable et légitime. Et puis, vous avez une maman, une femme qui dit, bah oui, mais moi, je suis venue pour toi. Et puis là, maintenant, on divorce, donc j'ai plus de raison de rester. Et les enfants sont petits. Ils ont plus besoin de moi parce que je m'en suis occupée toute la journée pendant que je travaillais. Et ils sont aussi quand même français. Et donc, je veux repartir en France. Dans ce cas-là, c'est un cas assez fréquent, assez courant. Si la maman, la mère, l'épouse part avec les enfants sans l'autorisation du père, on est dans le cadre d'un enlèvement d'enfants, d'un déplacement illicite. Et là encore, on revient sur des textes internationaux, des conventions internationales, notamment deux conventions de la Haye, 1980 et 1996, qui vont se trouver applicables. Madame, pendant les vacances d'été, va s'installer, va aller en France pour les vacances. Elle n'ose pas dire à son mari qu'elle ne va pas revenir parce que sinon il va faire une intervention sur le territoire et l'empêcher d'aller en France en vacances. Donc, elle se dit, je pars en vacances, je ne dis rien. Une fois que je suis sur le territoire français, tout va bien, je suis en France, je suis protégée, je reste avec les enfants. Je vais saisir le juge français pour divorcer. Je vais inscrire les enfants à l'école française. Nous sommes tous français. Et puis, je vais engager une procédure de divorce en France. Alors, c'est la pire des choses à faire. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on est dans le cadre d'un enlèvement d'enfants. Donc, le père, même s'il est français, va dire un déplacement illicite. Il va dire, en fait, je ne suis absolument pas d'accord, je n'étais pas au courant. Je demande à ce que les enfants reviennent aux États-Unis. Et c'est le juge américain qui décidera. Parce que c'est le pays de résidence habituelle. Parce que nous avons signé des conventions internationales et que nous appliquons ces conventions internationales. C'est le pays de la résidence habituelle. Donc, le juge français va, dans 90% des cas, sauf exception, ordonner le retour des enfants aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il donne la garde au père.
On va dire, en fait, tout le monde repart aux États-Unis et vous réglez votre séparation, votre divorce, vos histoires de garde aux États-Unis. D'un commun accord, si vous y arrivez, tant mieux, ou devant le juge américain, qui est le seul compétent pour décider de la résidence des enfants. Donc là-dessus, j'insiste vraiment beaucoup parce que ce sont des cas très fréquents, très douloureux aussi, et très coûteux. Donc en réalité, il faut faire les choses en amont, il faut le savoir. Il faut saisir le juge américain. Soit vous avez l'accord du mari de votre femme, d'ailleurs dans l'autre sens, soit vous avez l'accord du juge américain qui va autoriser votre relocation en France. C'est pas parce que. Alors, vous pouvez seul retourner vivre en France si vous voulez. Et s'il y a des enfants mineurs, ça sera forcément avec l'accord du juge ou avec l'accord de votre conjoint, futur ex-conjoint. Alors après, il y a aussi la question de la pension alimentaire concernant les enfants. Évidemment, les aspects financiers vont être décidés également par le juge qui aura décidé de la résidence actuelle des enfants. Là encore, sauf accord entre les parties, bien entendu, ça a un impact. Et puis, il faut savoir aussi que, je vais continuer dans mon exemple, finalement, le juge américain a dit écoutez, madame, je vous autorise à aller vivre avec des enfants en France, mais ils viendront voir leur père pendant toutes les vacances scolaires. Et puis, vous, monsieur, à chaque fois que vous irez en France, eh bien, vous pouvez voir vos enfants sous certaines conditions. Et puis, monsieur, vous allez payer une pension alimentaire de $400 par mois et par enfant, par exemple. Et puis, finalement, l'ex-mari ne paye pas la pension alimentaire. Eh bien, là encore, il faudra faire reconnaître les décisions françaises ou américaines dans l'un ou l'autre des pays. Et là encore, il y a des conventions internationales qui s'appliquent pour le recouvrement des créances, pour le recouvrement des obligations alimentaires. L'intérêt de ces instruments internationaux, c'est d'aller vite, d'aller à l'essentiel, et qu'en réalité, les juges américains et français en l'occurrence parlent quand même de la même chose, du critère de résidence habituelle, du critère de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et en réalité, on retrouve des critères communs qui permettent quand même de faciliter la résolution des problèmes qui, a priori, sont complexes. Mais en réalité, si vous prenez en amont, si vous avez conscience en amont de ces problématiques-là, eh bien, la solution juridique, elle est beaucoup plus... Alors, ce n'est pas une question de facilité, mais c'est un peu plus fluide parce que le juge américain et le juge français vont parler de la même chose. Voilà. Je vais m'en arrêter là. Alors, vous avez bien compris que les PowerPoint qu'on vous passe sont plus des appuis, des outils pour relire éventuellement et recomprendre un peu de quoi on parle. Voilà, donc je ne suis pas du tout en train de lire et de dire ce qui est écrit dans les PowerPoint parce que je parle d'exemples concrets, mais qui reprennent les thématiques que nous avons développées dans ce support. Je vais donc repasser la parole à Romane pour la troisième question. Là, moi, je vais vous parler des successions d'organisations de famille. Succession. Dans ces questions 4. Voilà. Alors, quelle est la loi civile et la loi fiscale applicable à votre succession quand vous êtes expatrié? Si vous êtes franco-français en France, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, évidemment, vient de l'expatriation. Parce qu'en tant que Français, généralement, on a tendance à se dire que ce sont les règles françaises qui vont s'appliquer à son décès. Si tant est qu'on se pose même la question, parce que généralement, on n'a pas trop envie de penser à ça ou d'organiser ça en amont. Mais si on se pose la question, on va se dire que c'est la loi française parce qu'on est français qui s'applique. Et bien, ce n'est pas du tout le cas. C'est la loi en fait, de votre pays d'expatriation qui va régir votre succession si vous ne faites pas de choix de loi. Si vous ne faites pas de choix de loi et que vous vivez dans un pays, c'est la loi de la dernière résidence habituelle qui s'applique. Donc, si vous êtes à New York au moment où vous décédez, même si vous êtes français, c'est la loi de New York qui s'applique. La loi qui régit votre succession, c'est vraiment la loi qui va déterminer qui sont les héritiers, dans quelle proportion ils vont hériter, est-ce que le président sur un temps il hérite ou pas. Tout ça, c'est vraiment les règles qui vont régir votre succession.
Et d'un pays à l'autre, et notamment de la France aux États-Unis, les règles sont extrêmement différentes, comme on va le voir. Donc, si vous ne faites pas de choix de loi, si vous n'anticipez pas, la loi qui s'applique, c'est la loi de votre pays d'expatriation. Il y a une exception à cette règle, c'est de démontrer qu'on a des liens plus étroits avec un autre pays. Donc, c'est typiquement les situations où l'expatriation est très, très temporaire, où c'était vraiment un effet de passage, mais ce n'était pas vraiment une dernière résidence, on a des liens plus étroits avec un autre pays. La difficulté, c'est que, en plus, là, à New York, on n'est même pas dans l'Union européenne, parce qu'avec l'Union européenne, on a un règlement qui existe, qui facilite la détermination de la loi applicable. Mais typiquement, la loi de New York, c'est assez compliqué pour les successions parce qu'on va avoir plusieurs lois qui vont s'appliquer. Aux États-Unis, à New York, si vous êtes décédé et que vous n'avez pas choisi de loi, les biens immobiliers, c'est la loi de situation de l'immeuble qui va s'appliquer. Donc, typiquement, si vous avez un bien immobilier en France, c'est la loi française qui va s'appliquer aux biens et c'est la loi de New York qui va s'appliquer pour les biens mobiliers, donc les avoirs bancaires, les parts de société, etc. Donc, il y a une divisibilité de la loi. Donc, on va appliquer plusieurs lois. Alors que nous, en France, on a une seule loi. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on vous recommande quand vous êtes expatrié? C'est de faire un choix de loi, ce qui vous est offert, c'est de choisir la loi de votre nationalité. Vous ne pouvez pas choisir la loi que vous voulez, hein. Vous ne pouvez pas vous dire je vais choisir la loi italienne, et par contre, vous pouvez choisir la loi de votre nationalité, notamment si vous avez une double nationalité, vous pouvez opter pour l'une ou pour l'autre. Donc, si vous vous dites, moi, je suis français expatrié à New York, je décide que la loi française va s'appliquer à ma succession, vous pouvez faire ce choix de loi, typiquement dans un testament. Et donc ça va vous permettre, ça va vous garantir une sécurité parce que vous savez, si vous vous renseignez en amont, que si vous décédez, vos héritiers sont telle personne et qu'ils vont hériter dans telle proportion. Ce qui va faire qu'on ne fait pas de choix. Alors il y a une question qu'on nous pose souvent en France parce qu'on a notre fameuse réserve héréditaire qui est quand même assez français. Est-ce qu'on peut déshériter un enfant? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Alors en France, finalement, on a la réserve héréditaire où c'est une portion de l'héritage qui est réservée aux enfants, pas privée, et elle varie en fonction du nombre d'enfants. 1, 2, 3 enfants. C'est comme si vous faites un carnaval, il y a une partie qui est réservée aux enfants et l'autre partie, on peut en discuter librement. Dans plein de pays, cette notion de réserve héréditaire, elle n'existe pas. Typiquement les États-Unis, on peut donner toute sa fortune à un tiers et complètement déshériter ses enfants. Donc on est complètement en conflit, nous, entre nos règles françaises et les règles américaines là-dessus. Dans cette situation-là, sachez juste simplement que si vous vous dites « Ah ben, je veux déshériter mes enfants, je veux tout léguer à un institut, à ma tante, à je ne sais pas qui », si vous avez des biens en France, depuis 2021, les héritiers peuvent venir prélever une partie de leur réserve héréditaire sur ces biens situés en France. Et ça, c'est vraiment important de le savoir parce que c'est vraiment nous, Français, qui nous disons je veux absolument que cette notion de réserve héréditaire perdure un petit peu. Et donc, s'il y a des biens situés en France, même si on est déshérité des enfants, ils pourront venir chercher là-dessus. Alors, évidemment, la deuxième question qui se pose, c'est la fiscalité. Alors, nous, on n'est pas avocats fiscalistes, on a quelques notions, mais c'est vrai que typiquement, quand vous êtes entre deux pays, le plus gros risque, c'est que vous vous retrouvez avec une double imposition en France et aux États-Unis. Alors, entre la France et les États-Unis, il y a une convention qui existe, mais il y a très peu de conventions fiscales qui ont été signées par la France avec seulement 38 pays. Et donc, dans ce cas-là, le risque, c'est la double imposition. En France, on a vraiment tendance à imposer au maximum. Donc, si vous êtes résident fiscal au moment du décès, la succession sera imposée en France. S'il y a des biens situés sur le territoire français, ce sera imposé en France. Et si vos héritiers sont résidents fiscaux, ont été résidents fiscaux au moins 6 ans sur les 10 dernières années précédant le décès, ils seront aussi imposés en France. Voilà, on essaye vraiment d'imposer le plus possible. S'il y a une convention fiscale, ça vaut le coup quand même de se renseigner. Ça existe avec les États-Unis, mais de savoir si peut-être aussi va potentiellement être doublement imposé. C'est quand même un vrai problème. Et donc, d'éviter ça et de, en fonction du patrimoine, se renseigner auprès d'un avocat fiscaliste. Après, il y a des options, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, des options pour optimiser sa succession. Il y a des moyens, le démembrement de propriété, la création de société. Ça, c'est vraiment plus technique, mais vous avez des possibilités de diminuer au maximum, évidemment, l'imposition. Donc, vraiment, pour résumer, juste les choses qu'il faut garder en tête quand on est expatrié, c'est de se dire
qu'est-ce que je fais pour ma succession? Si je décède ici, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais en fait, c'est la loi américaine qui va s'appliquer, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc, je vais choisir la loi de ma nationalité française et je sais par avance que ce sera la loi française qui s'appliquera. Donc, je sais quels sont mes héritiers, je sais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Alors, la dernière question, c'est le testament depuis l'étranger ou la donation depuis l'étranger. Vous vous dites justement, je veux organiser ma succession, je veux faire un testament, je veux décider à qui je vais léguer tel ou tel bien, je veux décider comment se répartir mes biens à mon décès. L'instrument privilégié, évidemment, c'est le testament. Vous commencez par vous. Là, vous êtes français à New York. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rédigez un testament sur les formes françaises? Est-ce que vous rédigez un testament sur les formes américaines? Puis vous me dites, et en fait, bon là, peut-être que je suis actuellement à New York, mais en vrai, je vais peut-être rentrer en France plus tard, ma retraite, j'ai peut-être envie de finir ma vie en France. Donc, comment tout ça va circuler et comment je m'organise? Vous avez deux options. Soit vous signez, vous faites un testament vraiment franco-français, si je peux dire, parce que vous avez vraiment le projet de repartir en France. Soit vous dites plutôt, en fait, j'aimerais bien que mon testament il soit reconnu dans les deux pays et qu'il puisse circuler. Et là, dans ce cas-là, on va avoir tendance à choisir une forme de testament dit international. Et ça rejoint ce que je vous expliquais déjà tout à l'heure pour les contrats de mariage, c'est qu'on va essayer de répondre aux exigences formelles des deux pays, en fait. Donc, on va à la fois répondre aux conditions de forme d'un testament aux États-Unis et dans des conditions de forme d'un testament en France. Et notamment, et les États-Unis ont signé, il y a des conventions qui existent qui prévoient l'instauration d'un testament international, donc qui peut circuler entre les pays. Ça, c'est vraiment la forme en elle-même du testament. Pas que vous dites que c'est pas valide. Sur le contenu du testament, dans votre testament, vous pouvez évidemment avoir une disposition patrimoniale. Donc vous dites, je veux que tel bien revienne à telle personne, je veux que tel autre bien revienne à telle personne. Vous pouvez répartir le bien dans la limite de la loi que vous avez choisie. Parce que si vous choisissez la loi française et qu'en fait vous déshéritez vos enfants, ça c'est pas possible. La loi française, elle prévoit une réserve héréditaire. Donc ça marchera pas. Donc, tout ça, il faut l'avoir en tête. Vous pouvez désigner un exécuteur testamentaire, vous pouvez changer la clause d'une assurance vie. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans le testament au niveau patrimonial, mais vous avez aussi des dispositions non patrimoniales, désigner un tuteur par exemple pour ses enfants, vous pouvez reconnaître un enfant aussi par testament, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors juste attention, on a ça parfois dans les testaments, de donner des instructions sur les dons d'organes, etc. Ça ne sert à rien parce que généralement le testament il est ouvert après. Oui, sur les obsèques, ça ne sert à rien parce que le testament il est ouvert après tout ça, donc ça ne sert à rien. C'est donc l'instrument privilégié, c'est pour choisir la loi applicable. Vous pouvez dire je suis française, je veux que la loi française s'applique à ma succession. Et une précision, parce qu'il y a certains pays qui l'acceptent, mais pas la France, donc c'est vraiment pas recommandé, c'est de faire un testament à deux, par exemple mari et femme, un seul testament. Et là, c'est pas du tout accepté en France, ça se fait très mal. Ensuite, et c'est la dernière question, c'est comment, la question numéro 5, ça, c'est une donation. Vous voulez faire des donations, vous pouvez transmettre une partie de votre patrimoine de votre vivant. Pareil, vous faites tout depuis la France, depuis les États-Unis. Sous quelle forme et dans quelles conditions? Alors là, vous avez plusieurs options. Les donations simples, vous pouvez la faire soit de la France, soit des États-Unis. En réalité, peu importe, il y a juste un point d'attention, c'est très important, c'est de vous dire qu'il faut que vous fassiez coïncider la loi qui sera applicable à votre succession avec la loi qui sera applicable à la donation. Parce que si vous liquidez votre succession sous le régime de la loi française, vous allez avoir un régime particulier pour le traitement des donations qui ont été réalisées depuis longtemps. Et si vous avez une loi américaine qui s'applique au traitement des donations et une loi française qui s'applique à la succession, c'est un casse-tête pas possible et c'est très difficile à résoudre. Le vrai conseil ici, c'est de tout mettre à la même loi pour que ça coïncide au moment du décès et qu'il n'y ait pas de difficulté. Il y a quelques donations que nous on utilise beaucoup, notamment la donation de partage en France. C'est totalement à proscrire pour les pays de common law parce que ce n'est pas le tout reconnu aux États-Unis, c'est totalement déconseillé. Vous pouvez le conseiller avec d'autres pays, mais pas du tout avec les États-Unis, qui ne connaissent pas cette donation. Et en fait, le problème, c'est que si vous faites une donation comme ça en France, le jour du décès, si vous décédez aux États-Unis, la succession souffre aux États-Unis, en fait, ça va tomber la donation. Et donc, tout ce que vous avez prévu en amont, ça va tomber et ça ne fera strictement rien de ce que vous avez fait.
C'est voilà, une circulation très limitée dans les pays coloniaux. C'est exactement la même chose que les donations de biens à venir entre époux, qu'on fait aussi beaucoup en France et qui vont mal circuler. Mais à l'inverse, c'est par exemple le trust aux États-Unis qui est énormément utilisé. On arrive à l'importer en France, mais en fait, c'est mal reçu, ça circule mal. Ça réintègre souvent la succession, c'est soumis au droit de succession. Donc, tous les avantages que vous auriez bénéficié avec un trust ici, vous les perdez. Donc, le conseil, surtout, c'est de ne pas démultiplier les testaments, c'est d'en faire qu'un qui circule. Vous ne faites pas plusieurs testaments. De choisir votre loi applicable à la succession, donc se renseigner en amont et surtout de faire attention à la validité des donations que vous auriez faites depuis l'un ou l'autre des pays pour que ça puisse circuler. Voilà, merci beaucoup. On va juste terminer par rapport au timing, mais j'avais une question quand même. Comment vous pouvez accompagner justement les expatriés aux États-Unis? Est-ce que vous avez le droit de plaider? Est-ce que vous pouvez les accompagner directement? Alors moi, je vous donne un exemple. J'ai quelqu'un qui m'a contacté justement pour un testament international parce qu'on est là aux États-Unis actuellement, il s'est marié aux États-Unis avec un Américain et il a des biens en France et aux États-Unis typiquement et il a prévu de rentrer en France à un moment, mais il ne sait pas trop quand et il voulait savoir comment organiser sa succession en amont, potentiellement choisir ou pas la loi française, ça dépend de ce qui est mieux pour lui, et de dire je veux répartir les biens comme ci, comme ça, entre mon conjoint, mes autres héritiers. Et donc dans ce cas-là, on l'accompagne vraiment pour anticiper tout ça. Après, sinon, on peut accompagner sur tous les sujets qu'on vous a donnés là. On ne prendra jamais la place d'un travail d'un avocat américain. En revanche, soit la procédure est déjà aux États-Unis, et dans ce cas-là, l'avocat américain il peut avoir besoin de connaître le contenu de la loi française pour le juge américain, par exemple. Donc là, nous, on fait des affidavits, donc c'est des attestations sur le droit français, en fait. Ou alors, il y a une difficulté, enfin, on se demande est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'introduire la procédure en France, si besoin. Et dans ce cas-là, on se pose, on regarde est-ce que c'est possible, comment c'est possible, à quelles conditions, est-ce qu'il faut se dépêcher, ce sera mieux pour un tel ou un tel, voilà. Et aussi la circulation des contrats de mariage. Hein. On a des époux français qui rentrent avec des prenups qui ne vont pas être forcément bien reçus en France ou bien accueillis par comment on fait, est-ce que je dois changer, soit c'est déjà trop tard, c'est la séparation. On essaye de le faire sauter en France pour le bâtiment si c'est plus intéressant. Enfin, c'est vraiment très varié. Quoi. Ok, merci beaucoup. Je vais arrêter là.